Bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue donc pour ce nouvel éclairage. Alors on n'a pas pu tourner l'émission la semaine dernière parce que Jacques, tu reviens de Chine où tu étais invité à Xi'an au forum euro-asiatique par l'université Yangtong. Alors on va revenir sur ton voyage plus en détail. Mais avant, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose dont tu as dû discuter beaucoup là-bas avec les personnes qui étaient présentes, sur la situation internationale. Alors, la réponse que je vais faire, c'est à la fois vue de Paris, qui est une ville-monde, hein, et Xi'an, qui est la porte de la nouvelle route de la soie, et en même temps la capitale de 13 dynasties en Chine, et puis la ville de l'empereur fondateur Tian. Donc, avec ce regard-là un peu intimidé, je vois une situation dans le monde extrêmement dangereuse d'un certain point de vue, puisqu'il y a toute une série d'agitations qui sont lancées un peu partout dans un système financier et monétaire international qui est en crise et qui est au bout du rouleau. Donc il s'agit à la fois de distraire l'attention et de créer des situations de conflit partout qui permettent de créer une sorte de désintégration contrôlée. Alors d'abord, Hong Kong, où il y a toute une agitation qui est due à ce que, à l'origine, Mme Lam, qui est la personne qui dirige Hong Kong, qui, elle, avait décidé que les Chinois de l'autre système, puisque c'est un pays de système, Hong Kong, la Chine continentale, les Chinois de la Chine continentale qui avaient commis des actes criminels ou des actes contre la loi chinoise seraient extradés. Alors, il y a eu toute une insurrection qui s'est développée. Donc extradés vers la Chine. Extradés vers la Chine continentale. Chine, oui. Alors, il y a toute une insurrection qui s'est mise en place, qui a été poussée de tous côtés, avec certaines raisons légitimes de mécontentement, et derrière, comme toujours, une révolution de couleur où on pousse une déstabilisation. Alors, la police a dû faire face à des manifestants qui n'étaient pas toujours ni calmes, ni, disons, bien organisés. Il y avait parmi eux beaucoup de Chinois venus du Vietnam, qu'on appelle les Vietnamiens, qui étaient des boat people qui n'aiment pas les Chinois continentaux. Il y a une très forte tension entre eux. Donc tout ça a été alimenté, tout ça a été poussé, et au début on chantait Alléluia, Dieu est avec nous, et à la fin on chantait God Save the Queen. Donc l'hymne anglais, les drapeaux anglais, les drapeaux américains, et Joshua Wong est allé aux États-Unis demander l'aide à l'intervention américaine. Alors Joshua Wong, qui est un des leaders... Le leader de référence étudiant. Donc, toute une agitation. Et là, intervient Steve Bannon, et là, c'est révélateur. Steve Bannon, qui est celui qui veut lancer un mouvement du monde contre la Chine, et qui veut faire un film de 43 minutes, une docu-fiction intitulée « Les griffes du dragon ». Donc voilà une attaque en règle contre la Chine, venue de Steve Bannon, qui est quand même l'homme partisan, disons, de cet empire anglo-américain dans le monde, et qui ne s'en cache pas, et qui est le soutien de Marion Maréchal Le Pen, par exemple, en France. Mais d'ailleurs, Steve Bannon, qui, tu nous l'as dit il n'y a pas longtemps, qui possède lui-même une entreprise basée à Hong Kong. Oui, une entreprise de jeux vidéo, d'entertainment, comme on dit là-bas, dans les jeux vidéo. Donc, il est implanté là-bas depuis longtemps. Il a des intérêts. Il a des intérêts. Alors, ce qui est poussé dans tout ça, on espère qu'il y a un deuxième Tiananmen, qu'on provoque. Oui, ce n'est pas un danger. Les Chinois seront assez maîtrisés les choses. Mais c'est de couper le lien entre la Chine et les marchés internationaux, économiques, financiers, en créant des troubles tels que ces liens ne peuvent plus continuer. Parce que Hong Kong est la porte est une pour la porte, Chine. À la fois une porte pour la Chine d'accès aux marchés internationaux, et en même temps, évidemment, c'est le danger, disons, une sorte de sas de fuite des capitaux pour des nouveaux millionnaires ou milliardaires chinois. Donc Hong Kong est un point clé, et ça on ne voit pas assez dans tous les commentaires. On voit droits de l'homme, droits des citoyens, etc. Mais on ne voit pas ni l'influence britannique historique qui reste là, ni le côté très important économique de Hong Kong, et ni l'aspect
provocation qui a été poussée dans ces manifestations. Il y a des millionnaires, des milliardaires hongkongais qui ne se cachent pas de soutenir directement, ouvertement. Oui, et aussi des gens très pauvres à Hong Kong, qui vivent très mal, sans retraite, très mal. Et les Chinois avec qui tu as pu parler, peut-être en Chine, quel est leur niveau de conscience de cela? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent qu'Hong Kong est un problème grave et important, qu'il faut bien voir, et bien, qui ne pourra être résolu, comme les Chinois pensent aujourd'hui, le gouvernement chinois pense que dans tous les cas, ça ne peut être résolu que par un développement économique et une intégration, je dirais, dans une conception de la nation chinoise. Et ils voient bien qu'il y a des manœuvres, disons, visant à créer en Chine une agitation qui ne se créera pas, parce que la population chinoise est tout à fait dans le soutien de son gouvernement qui lui a permis de se développer. Et on est à un point où il n'y aura pas ce soutien. Mais il risque d'y avoir ces tensions au niveau économique et financier qui peuvent être très graves. Après, il y a un autre point chaud, en fait, qui nous est apparu la semaine dernière, c'est les attaques sur l'Arabie Saoudite. Si tu peux donner justement oui, là, on dit que un point là-dessus. les Houthis ont lancé 10 drones sur 2 raffineries d'Arabie Saoudite, qu'elles ont dû arrêter leur exploitation, mais que les Saoudiens éventuellement puisseraient dans leurs réserves pour compenser sur les marchés mondiaux le manque de pétrole. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Oui. On ne sait pas si c'est une provocation, on ne sait pas si c'est vraiment les Houthis, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien non plus, on ne sait pas qui est derrière ça, on ne sait pas très bien non plus pour combien de temps c'est paralysé. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout de suite, Pompeo a dit c'est l'Iran, et que tout de suite, Lindsey Graham a dit, qui est un sénateur américain va en guerre, il a dit qu'il faut bombarder les raffineries iraniennes. Donc c'est là que ça devient très dangereux, c'est comme Hong Kong, c'est quand ça dérape vers une situation d'affrontement au niveau international. Et si derrière il y a la crise financière et monétaire, ces affrontements prennent tout de suite une proportion très grande et se transmettent de proche en proche parce qu'ils atteignent les économies. Et juste de ce point de vue-là, le fait que Trump ait limogé John Bolton, qui était son conseiller à la sécurité nationale, la semaine dernière, c'est plutôt une bonne nouvelle, peut-être. C'est une bonne nouvelle, le monde a bien vu. Ils disent que Trump ne veut pas un affrontement avec l'Iran. Il veut montrer ses muscles, montrer qu'il peut intervenir, mais en même temps, il veut un accord. Emmanuel Macron s'est efforcé de faire rencontrer Rouhani, le dirigeant iranien, avec Trump pour la session des Nations Unies qui commence dans une semaine. Mais évidemment, tout à coup, il y a cette affaire de provocation avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc on voit des intérêts qui ne veulent pas qu'il y ait un apaisement dans les relations internationales. C'est ça le danger. C'est le vrai enjeu, en fait. Et l'enjeu. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que toi, disons en Chine, tu as pu apporter? Est-ce que tu peux nous donner un sens de... Alors, ma présentation, c'était pour la France et l'Europe, un accord de coopération gagnant-gagnant pour l'avenir, avec un changement de paradigme. Ce qui veut dire qu'il y a 2 changements de paradigme possibles aujourd'hui. Le premier, c'est dans le pire, c'est-à-dire une situation où les tensions financières, économiques et la crise se portera sur de plus en plus vers une guerre froide, comme le craignent les Chinois, et peut-être même des affrontements militaires. Alors, je ne parle pas du tout en l'air. Je prends ici la réunion d'Avord, près de Bourges, qui vient de se tenir. Il y avait des militaires français, c'est la réunion des armées françaises. Et le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, a dit « Un affrontement majeur de haute intensité est un risque réel ». Bon, les militaires et les banquiers parlent un certain langage, mais ça veut dire la guerre, la guerre. Il l'a dit. Et il ajoute le retour du fait guerrier sous une forme plus hybride. Est-ce que nos élites seraient en train de prendre conscience finalement qu'on a un risque de guerre au niveau international? Non, je crois qu'elles en ont pris conscience depuis longtemps. Ce qu'elles ne voient pas, c'est le rôle qu'elles peuvent jouer. Elles tendent à suivre. Depuis le général de Gaulle, on a eu des gouvernements successifs qui se sont adaptés. Là, Emmanuel Macron a pris quand même quelques initiatives en disant, voilà, il faut que les États-Unis et l'Iran calment le jeu. Et il faut que la Russie réintègre un rôle en Europe. Mais en disant en même temps, c'est la Russie, il faut la ramener vers l'Europe et, quelque part, l'écarter de la Chine. Ça ne peut pas marcher. Non, parce que tout ce que m'ont dit les Chinois à Xi'an, tous les dirigeants que j'ai pu y rencontrer, disent il y a une amitié entre la Chine et la Russie, même une relation très étroite entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Alors c'est la même chose, ce que a dit
Raffarin à Berlin, Oui, c'est ça. dans un C'est au réunion Forum du des dialogue des civilisations. civilisations, forum des civilisations. Il a dit, il y a une relation très proche, même fraternelle, il a dit, entre On a aussi la Chine. Xi Jinping et Poutine, et entre la Chine et la Russie, parce qu'ils ont intérêt à être ensemble, au négatif, par rapport à ce qu'ils perçoivent venu des États-Unis et comprennent très bien l'anglo-américain. Et d'autre part, parce que le positif, ils pensent qu'ils ont une complémentarité dans un développement économique, dans un système gagnant-gagnant. Alors, par rapport à cette situation, les dirigeants chinois pensent que la France peut jouer un rôle important de médiateur et en même temps un rôle de catalyseur, d'inspirateur. Ils attendent beaucoup de la France. Ils ne pensent pas seulement, comme on voit dans l'avion, dans leur image touristique, que la France est le pays de la romance. Ils pensent que la France va avoir un réel rôle, je le pense aussi, mais à condition qu'elle retrouve une politique gaullienne. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est une politique, disons, plus réaliste de la part du président Macron, mais pas gaullienne. Et d'autant plus qu'il est quand même... Enfin voilà, c'est paradoxal parce qu'on a ces avancées au niveau international, on peut dire de la diplomatie française, mais par contre, en même temps, on a des grèves énormes qui sont en train de se mettre en place. Il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on n'arrive pas à stabiliser l'Afrique, parce qu'on n'a pas une politique de développement de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, l'Afrique francophone. Le G5 Sahel, ça ne marche pas. Donc il y a une réunion qui vient d'avoir lieu, on pense mettre 1 milliard, mais l'argent des autres ne vient pas, les armées ne s'organisent pas, et c'est les quelques 4500 Français qui sont là-bas, qui plus ou moins essayent de gérer la situation, mais ça dérape dans tous les sens, y compris au Burkina Faso ou au Niger. Donc c'est plus seulement au Mali. Donc il y a un danger, on n'arrive pas. Et la seule stabilisation possible, c'est le développement économique. Et à mon avis, c'est la conjonction avec notre présence là-bas, historique, militaire, et les Chinois, à condition que ce soit dans l'intérêt de ces pays-là, pas simplement pour exercer une tutelle ou un contrôle. C'est ces pays-là qui nous disent quoi faire, on le finance et on fait un développement intérieur dans ces pays, qui permet d'avoir une croissance. Ça, c'est pour l'Afrique. Et le développement de l'Afrique, c'est la clé du XXIe siècle, sans le moindre doute. Alors, on accuse les Chinois de vouloir s'implanter là-bas, de vouloir y faire des choses. Oui, ils veulent y servir leurs intérêts à long terme, mais ce ne sont pas des accapareurs de terre. Il est dit très clairement par les gens qui sont compétents sur cette question et qui sont allés là-bas. C'est très intéressant de voir ici, j'ai l'article dans Le Monde de Jean-Jacques Gabas, qui est un expert sur ces questions, et qui dit, voilà, les Chinois, sa phrase est très claire, les Chinois, accapareurs de terre, c'est un mythe. Donc, première chose, l'Afrique. Deuxième chose, évidemment, la France. Et en France, il faut une politique qui soit de l'intérêt des classes moyennes et des travailleurs. Ce n'est pas la politique de Macron. Comment peut-on faire une politique internationale, disons, meilleure, plus intéressante, prenant en compte l'avenir, et à l'intérieur de la France, ne pas le faire. Faire une politique, je dirais, complaisante vis-à-vis de la dictature financière. C'est pas libéral, hein, c'est une dictature du financier, soyons clairs. Et là, il y a toutes ces manifestations qui viennent. Il y a les Gilets jaunes qui seront à Paris ce samedi. Oui. Il y aura en même temps la manifestation de Force ouvrière contre cette réforme des retraites. Il y a eu la manifestation de la RATP qui a été un très grand succès. Oui. Un peu corporatiste, disons, mais un très grand succès. Il y a aujourd'hui, ce lundi, la manifestation des SOS retraites, de toute une série de corps du pays. Les avocats, les kinés, les stewards, les pilotes, tous ces gens-là qui sont de profession libérale et à qui on veut piquer une partie de leurs ressources pour et prolonger leur âge de départ pour entretenir le système sans, disons, servir le bien commun, sans traiter la cause des choses. Ouais. Après, il y aura la CGT le 24. Et ce jeudi, cette semaine, l'EDF, contre à la fois ce qu'on veut faire à leur système de retraite, qui n'est pas particulièrement avantageux, et en même temps contre la privatisation rampante. La situation, non, disons, réorganisation, entre guillemets, de l'EDF. Donc il y a toutes ces manifestations, ça ne forme pas encore une unité, plus les voyez, ça fait beaucoup. Et avec ça, est-ce qu'on peut faire une politique internationale? C'est la question. Voilà, c'est la question. Comment réconcilier la politique, disons, intérieure et la politique internationale? Alors évidemment, qu'est-ce qu'on voit, ce gouvernement qui a renoncé à sa prétention
de morale et d'exemplarité. Ah oui. Nommée Avec les scandales. Madame Goulard à la tête du marché intérieur en Europe, elle s'occupera de la défense, s'occupera de l'espace. Madame Goulard sera là, alors qu'elle n'est pas bonne pour le gouvernement français, puisqu'elle a dû démissionner lorsqu'elle était ministre de la Défense, à cause de l'affaire des emplois fictifs en Europe. Maintenant, la voilà, et la police continue à l'interroger. La voilà bonne pour être un des commissaires européens les plus importants au marché intérieur. Et c'est elle qui va s'occuper des questions du marché intérieur. Et on ne peut pas y voir je dirais, quelqu'un qui soit proche des travailleurs et même des classes moyennes, qui sont de plus en plus dépourvues. Parce que dans ce contexte de mobilisation sociale qui a lieu en France, il y a la question du rôle des jeunes, en fait. Et comment... c'est une question qu'on s'est posée dans notre organisation, même internationale, puisqu'on a cette semaine lancé un appel international pour que les jeunes revoient l'avenir avec optimisme. On a cet appel, c'est La voie de la raison passe par les étoiles, qui a été écrite par Helga Zet-Larouche, donc la présidente internationale de l'Institut Schiller. Et de notre parti frère Le Buseau. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça, par rapport notamment au rôle des jeunes dans cette situation? Oui, on essaye de décourager les jeunes sur l'avenir, de les rendre pessimistes. Et tout cet écologisme, qui n'a rien à voir ni avec l'écologie, ni avec l'environnement, c'est un écologisme qui vise à dire que l'homme est par nature pilleur, pollueur, destructeur, et qu'il faut limiter son action. Or, en faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne montre pas le coupable, c'est-à-dire ses intérêts financiers, destructeurs, tous ces intérêts qui sont malthusiens et qui sont partisans d'une politique de dépopulation. Alors le vrai sujet, c'est quelle est la nature de l'être humain? Est-ce qu'il est créateur ou destructeur? Nous pensons qu'il est créateur. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'avenir soit un avenir meilleur? C'est, entre autres, une politique spatiale et une politique de justice sociale, les deux ensemble. Il faut un ascenseur spatial. Il faut montrer que les deux vont ensemble. Et un ascenseur social. Les deux vont ensemble. Ça. Et aller vers l'avenir. Et le poète allemand Schiller avait dit que lorsque la justice n'arrête plus sur Terre, on la fait redescendre des étoiles. C'est une métaphore, mais ce n'est pas seulement une métaphore. Si on fait une politique spatiale, on pousse vers des horizons où il faut inventer, où il faut créer. Et ces inventions et ces créations qu'on fait dans cette politique-là ont des retombées directes sur Terre. Et on l'a vu avec la première politique spatiale. Miniaturisation, développement, on force le développement. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir l'accord entre justice sociale et politique spatiale. C'est sur Terre, il n'y a pas une organisation des gens pour servir cette politique-là, ça ne marche pas. Et s'il y a bien un pays... Les Chinois le savent très bien. Oui, justement, ce que j'allais dire, c'est que s'il y a bien un pays, notamment, et tu as pu le confirmer ou tu as pu le voir en y étant, c'est la Chine qui comprend cette question, notamment du futur. Oui, si on voit les jeunes Chinois qui travaillent sur la politique spatiale, ils ont entre 30 et 40 ans. Là, donc, c'était à la NASA il y a quelques temps. Maintenant, la NASA essaye de se replacer. Brindenstein, qui dirige la NASA, a dit voilà, on va lancer même une politique du nucléaire dans l'espace. Horreur vis-à-vis des gens, mais c'est la seule façon d'aller plus loin dans l'espace. On espère la fusion thermonucléaire, peut-être dans 30 ans, et en même temps, une politique pour aller sur Mars, mais ça, c'est 3 ou 4 générations. Il faut bien le dire, c'est pas, on ne fait pas paf et ça marche. Donc, mais c'est s'engager sur un long terme. Et on crée une dynamique, on crée un développement qui permet ce long terme. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, il ne faut pas faire des choses pour la population. J'ai très envie de parler des maisons France Service, par exemple. On dit on va mettre à toute la population, on en fera 2000. Bon, il y en a déjà 1300, donc on en fera que 700 de plus. Et on donnera que 30 000 € pour chaque maison France Service dans les cantons où elles seront. C'est rien. C'est les villes qui devront prendre en charge tout ça. Alors, c'est pas l'État, on fait de grands discours d'État et on se défausse. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, la même hypocrisie qui fait que le président de l'Assemblée nationale, Ferrand, il est mis en examen et puis il reste. Alors il faut savoir, peut-être qu'il... C'est pas exemplaire. On ne peut pas dire le contraire avant, c'est ça le problème. Si, qu'on le garde peut-être si on l'avait dit. Mais là non, on le fait avec hypocrisie, on le fait de façon qui est complètement... qui crée le dégoût chez les gens vis-à-vis du politique. Oui, ça c'est ce qu'on a pu voir. Et justement, si quelque part on veut réellement aller dans une politique de long terme avec le spatial comme horizon sans hypocrisie, ça va vouloir dire aussi s'attaquer au problème de l'éducation en France, l'éducation nationale qui est détruite, le niveau culturel, intellectuel qui baisse. En Chine, il ne baisse pas, c'est ça la différence. Il y a bien des problèmes en Chine, mais pas celui-là. Il y a un niveau culturel, un effort culturel très grand. Il y a des concours de poésie à la télévision, par exemple, en Chine. Il y a
la première chinoise, c'est une femme, taïkonaute, était dans l'espace, elle fait un cours pour l'ensemble des Chinois. Et c'est un cours sur ce qu'est l'espace, ce qu'il représente politiquement, économiquement, et ce qu'il est par rapport à la découverte humaine. Quand Thomas Pesquet fait un cours, c'est un cours sur les paysages, comme c'est joli, les photos que j'ai prises et quelques petites expérimentations. Donc il faut bien voir que l'espace, ce n'est pas un domaine préservé, réservé, c'est quelque chose pour tous. Pas tous n'iront pas, bien sûr, mais où tout un pays doit suivre et avoir cette idée qu'il y a au-devant des explorateurs qui déterminent ce futur. Alors, qu'est-ce qu'on a en France par rapport à l'éducation? Voilà, je prends le Parisien d'aujourd'hui. Nos enfants écrivent mal, c'est grave. Ils lisent mal aussi. On le sait, il y a eu une enquête sur cela. Donc, c'est là qu'il y a un projet d'éducation qui n'est pas, encore une fois, lui non plus en soi. C'est un projet de tout un pays qui doit penser que l'avenir sera meilleur. Or, en France, il n'y a que 3% des Français qui pensent que l'avenir sera bien meilleur pour leurs enfants. 3%. Donc, en Chine, c'est à peu près 15 fois plus. Donc, voilà, il y a cet effort à faire. Alors, on peut dire des tas de choses sur la Chine, on peut critiquer la Chine, mais moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que nous, on ne fait pas. Et ce qu'on ne fait pas, par rapport à ce que la Chine, dans certains secteurs, au moins fait, par ce qui se passe dans le monde, par le rôle que devrait jouer la France. Quand on pense à la France telle qu'elle était vue sous le général de Gaulle dans le monde et telle qu'elle est vue aujourd'hui, il y a un gouffre. Donc c'est d'abord une question, je dirais, pour utiliser un vieux terme, d'honneur, mais c'est surtout beaucoup plus une question de la réalité de ce qu'on fait pour notre propre peuple. Et pour cela, je pense que des souverainistes doivent s'associer pour voir quel est l'intérêt de politique pour notre peuple, et que le peuple soit maître de son destin, ce que voulaient les Gilets jaunes, hein, avoir leur mot à dire dans la définition des choses, mais que, en même temps, il y ait ce niveau d'élévation, d'éducation du peuple, pour qu'il puisse dire son mot de façon la plus efficace et la plus positive possible. Donc il y a tout cet effort-là à faire. Et, disons, ce qui est intéressant en Chine, vu de Xi'an, c'est de voir tout ce pays qui se développe avec des problèmes, avec des difficultés, mais qui se développe. Et ça, c'est un défi pour nous de nous développer. Je le vois de cette façon-là. Et de le faire avec d'autres pays européens, mais sans être soumis à des institutions bureaucratiques ou financières, d'être un pays qui fait une politique réelle avec d'autres pays de développement de tout ce qui est bon pour le futur, la fusion thermonucléaire contrôlée, tout ce qui est le numérique, et la création d'emplois à la base, avec ces maisons France Service, ou qui soit avec une gestion citoyenne. Aujourd'hui, on en fait, mais il n'y a pas de gestion citoyenne. On met les services là, il n'y a pas de gestion citoyenne. Il faut y associer les citoyens, et il faut donner assez d'argent pour que ça marche. Et moi, je dirais aussi, il en faut aussi dans les banlieues, jusqu'à y avoir un traducteur-interprète. C'est-à-dire qu'il faut aller au-devant de la population, lui fournir ce dont elle a besoin, pour qu'elle puisse se développer, s'intégrer, arriver à un niveau plus élevé. C'est ça la laïcité. C'est justement tout ce dont on va parler pour nos journées de mobilisation de rentrée. Donc ce sera le week-end prochain. Alors j'invite tout à chacun déjà à s'y inscrire. Alors j'aime bien ce qu'il y a dessus. Oui, voilà. Je t'interromps, mais au lieu de perdre son temps à critiquer le système existant, bâtissons-en un nouveau, bâtissons un nouveau système. Et venez découvrir nos solutions, le progrès, notre pari humain. Parce qu'on attaque le progrès, c'est le progrès qu'on attaque aujourd'hui. On dit, ah, c'est pas possible, le progrès, c'est l'homme qui se prend pour Dieu, qui va bousculer les choses, qui va détruire l'environnement, qui va détruire la terre et autre chose du même genre. Non, le progrès, c'est que chaque être humain se voit reconnaître ses capacités créatrices et les exerce pour le bien commun de tous et pour les générations futures. C'est ça le progrès. C'est ce qu'il faut donner aux jeunes. C'est pour ça qu'on a cet appel. C'est ce que les jeunes attendent. C'est pour ça qu'on a cet appel sur le site que vous pouvez d'ailleurs télécharger et qu'on distribue sur tous les campus actuellement. Donc merci Jacques. Merci à vous. Merci. Venez nombreux ce week-end. Et pour les autres, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.